En introduction au premier chapitre de cinématique, j'aimerais qu'on observe un petit peu les choses sur un cas particulier, celui du déplacement d'un vélo. Et ce qui va m'intéresser en particulier, c'est un point que je vais dessiner ici sur la jante de la roue avant du vélo. Ce point, je vais essayer de regarder son mouvement. Alors, la roue va tourner autour de son axe, bien sûr, et en même temps, le vélo avance. Si j'observe ce point depuis la route, autrement dit, je suis un observateur ici, et mes pieds sont collés à la route. Et je viens regarder ce point-là. Son mouvement dans ce repère bleu, eh bien c'est ça. Le point, il va monter tout en avançant. Arrivé ici, hop, il va continuer par là, et il va redescendre. Et ainsi de suite. Par contre, si je fais exactement la même chose, j'observe le mouvement du point sur la jante, depuis la fourche cette fois-ci. Je suis l'observateur, là, j'ai les pieds liés à la fourche, et je regarde l'évolution du point M pendant le mouvement. Quand la roue tourne, et que j'observe les choses depuis ici, je ne vois que la rotation de ce point autour du centre O. Voilà pourquoi il est important de bien préciser quel est le repère d'observation du mouvement d'un point. Alors, pour repérer particulièrement ce point, on fait appel à ce qu'on appelle le vecteur position. Dans ce repère-là, l'observation se fait comme ça. O, c'est le centre du repère, X, l'axe lié à la route, Y, un axe vertical, et Z, ce serait un axe qui sort comme ça de la feuille, perpendiculairement à la feuille. Le point O du repère, lui, ne bouge pas. Il est fixe. L'extrémité de ce vecteur OM va bouger, en même temps que M bouge. Ici, le vecteur OM, O c'est le centre du repère, vers ici, M l'extrémité, vecteur OM comme ça, on le voit simplement tourner autour de O. En particulier, sa norme ne change jamais, tandis qu'ici, elle va toujours augmenter. Voilà. Donc attention au choix du repère. Petite indication sur ce chapitre 1, il est décomposé en 5 grands chapitres, dont les 3 premiers sont importants, les 2 derniers aussi, mais ce sont surtout des applications. Le premier chapitre concerne la notion de position et de trajectoire. Le deuxième chapitre important va concerner la vitesse. Le troisième chapitre, la notion d'accélération. Pourquoi ces 3 grands chapitres? Parce que s'intéresser à la cinématique d'un point, c'est essayer de comprendre complètement son mouvement. Pour comprendre complètement son mouvement, il faut réussir à répondre aux questions simples qui sont là. Où est mon point? Autrement dit, quelle est sa position? Combien de temps faut-il pour que le point M passe d'une position à une autre? Est-ce qu'il faut peu de temps ou beaucoup de temps? Ça, c'est relié à la notion de vitesse. Et enfin, combien de temps faut-il pour que le point M passe d'une vitesse à une autre? Ça, c'est la notion d'accélération. C'est comme quand vous êtes à un feu tricolore, vous êtes à l'arrêt, quand le feu passe au vert, vous accélérez, à côté de vous, il peut très bien qu'il y ait quelqu'un qui accélère plus vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'une seconde, par exemple, sa vitesse va être de 30 km/h, alors que la vôtre, au bout d'une seconde, ne sera que de 20 km/h. On dira qu'il accélère plus que vous. Voilà un exemple. Donc ces 3 grands chapitres vont être vus. Concernant les mouvements particuliers que l'on va voir au chapitre 2 et 3, ce sont les mouvements de translation d'un solide et mouvements de rotation d'un solide. C'est pour ça que dans ces 3 chapitres, nous verrons la notion de position dans le cas de la rotation en particulier, la vitesse, cas de la translation, cas de la rotation en particulier, et l'accélération pareil. Il y aura des sous-chapitres à l'intérieur de ces chapitres-là. Voilà pour l'introduction. La notion de coordonnées cartésiennes, lorsqu'on s'intéresse à la position ou à la trajectoire d'un point. Pour ce qui est des coordonnées cartésiennes, on a mis en place un repère orthonormé direct, O, X, Y, Z. Un point M dans l'espace se situe ici. Pour obtenir ces coordonnées cartésiennes, on cherche simplement à projeter ce point M orthogonalement sur les 3 axes. Pour y parvenir, on commence par le projeter sur le plan OXY. Ça nous donne le point qui est ici. Je vais l'appeler petit m à l'instant t.
Je peux construire alors les deux projections suivantes, une sur l'axe Y et l'autre sur l'axe X. Quand je fais ça, j'obtiens un petit angle droit là, un petit angle droit ici. Le premier angle droit, il était là. Voilà. Eh bien, les deux nombres que je trouve là sont les coordonnées cartésiennes du point M sur l'axe X pour ici, sur l'axe Y pour celui-là. Quand maintenant je projette orthogonalement sur l'axe Z, j'obtiens mon dernier nombre. Et l'ensemble donc des trois nombres X, Y et Z, qui dépendent de l'instant T, sont justement les coordonnées cartésiennes. Alors, si vous voulez voir un petit peu mieux, je mets en place ici le plan. Ce plan-là, c'est un plan qui est perpendiculaire au plan OXY et qui contient donc le point M et qui passe par l'axe OZ. J'ai donc un parallélogramme ici. Voilà. Le point M, en fait, c'est le point qui est situé sur la grande diagonale du parallélépipède rectangle qui est là. Là, je dois retrouver aussi un parallélogramme. Également là. Et également ici. Il y a pas mal de petites parallèles à respecter. Voilà. Donc, ces nombres, ce sont des fonctions du temps. Une autre façon de repérer le point M dans ce repère O, X, Y, Z, c'est de faire appel aux coordonnées cylindriques. Alors l'idée elle est un petit peu différente. On vient pour commencer projeter le point M sur le plan O, X, Y comme on l'avait fait tout à l'heure, avec un point ici que j'avais appelé tout à l'heure petit m de t et que j'appelle maintenant h de t. L'idée c'est de se dire je vais repérer le point M à partir d'un angle, d'une altitude et d'un nombre ici correspondant à un rayon. Donc quand je projette M en h de t, la nouveauté ici c'est que je fais passer par O et h de t un nouvel axe. Cet axe est dirigé par le vecteur U. Ensuite, je viens mettre perpendiculairement à U et situé dans le plan OXY le vecteur V, qui est donc perpendiculaire à U. Je peux repérer ce vecteur U que j'ai mis en place grâce à un angle θ. On imagine bien que si le point M bouge à différents instants t, quand je vais projeter, le point h de t va être à des endroits différents, et donc le vecteur U sera bien à des endroits différents également, repéré par un angle θ différent à chaque fois. Voilà. Pour obtenir k de t, je projette orthogonalement sur Z mon point M. J'obtiens un nombre que j'ai appelé ici k de t. Dans le cas précédent, je l'avais appelé Z. Donc si je sais à quelle hauteur il est, si je sais à quel angle il se situe, il me reste à savoir de combien il est éloigné de l'axe OZ. Et cette distance d'éloignement, là, c'est la même que ce que j'ai ici, et c'est ce que j'ai appelé ρ de t. Voilà. Donc en vue de dessus, ça donne ça en fait. J'ai l'axe OZ comme ça, j'ai l'axe X qui était là, l'axe Y comme ça, et mon point M qui est ici, hein, à une certaine hauteur. Quand je le projette, ça me donne h de t. Je trace mon vecteur U. Ce vecteur U est un vecteur qui dépend du temps. Mon vecteur V dépend du temps également. Je l'ai construit perpendiculairement à ça. Donc en vue de dessus, j'ai bien la distance ρ de t entre h de t et O. J'ai mon angle θ ici, que je retrouve ici. Donc connaître l'angle, connaître cette position-là, et connaître l'altitude, ça me permet de positionner à coup sûr mon point M de t. C'est un autre système de coordonnées qu'on appelle coordonnées cylindriques et qui est adapté au cas de la rotation. La notion de vitesse maintenant,
Celle que vous connaissez peut-être le mieux, c'est la notion de vitesse moyenne arithmétique. On se déplace suivant une trajectoire, un peu quelconque, entre les instants T1 et T2. On parcourt une distance D, qui est une distance curviligne. C'est exactement, par exemple, c'est ce qu'affiche votre compteur de voiture. Voilà. Eh bien, si on divise la distance parcourue par la durée nécessaire pour parcourir cette distance, on obtient cette vitesse moyenne arithmétique. Ça, c'est la notion que vous connaissez depuis toujours. Et il y a une autre notion qu'on va utiliser, c'est la notion de vecteur vitesse instantané. Le vecteur vitesse instantané, c'est quelque chose que l'on construit à partir du vecteur position. On va dériver par rapport au temps ce vecteur position. Alors comment on fait ça? Si on est en coordonnées cartésiennes, le vecteur position, c'est x de t sur x plus y de t sur y plus z de t sur z. Chaque coordonnée est une fonction du temps. Il suffit de dériver par rapport au temps cette coordonnée du vecteur position pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse. Voilà, en coordonnées cartésiennes, il n'y a pas plus simple. Si par contre vous êtes en coordonnées cylindriques, là c'est un petit peu différent. La dérivée de votre vecteur vitesse est un peu plus compliquée parce que les vecteurs u et v de votre vecteur position dépendent du temps. Donc il faut faire attention. Quand on dérive ça, on obtient la dérivée par rapport au temps de ρ de t fois u, plus ρ de t fois θ' de t, la dérivée de l'angle θ sur v, plus z' sur z. Ça, c'est dans le cas où z est fixe. Ça va nous servir dans le cas de la rotation un petit peu plus tard. Alors, une notion qu'il faut absolument avoir bien en tête, c'est que le vecteur vitesse instantané, il est toujours tangent à la trajectoire au point M. Ça, il faut bien le retenir. Voilà. Vecteur accélération, maintenant. Eh bien, on va dériver par rapport au temps le fameux vecteur vitesse qu'on vient d'élaborer juste avant. En coordonnées cartésiennes, c'est toujours relativement simple. On dérive chaque coordonnée du vecteur vitesse. Donc, on va avoir la dérivée de la dérivée de t, ça se note comme ça. On parle de dérivée seconde, x seconde de t sur x, plus y seconde de t sur y, plus z seconde de t sur z. On dérive au final 2 fois chaque coordonnée cartésienne du vecteur position. Dans le cas où on est en coordonnées cylindriques, on va étudier le cas uniquement du vecteur accélération dans le cas de la rotation. Quand on est dans le cas de la rotation autour d'un axe, la distance ρ de t ne varie pas. On appelle ça le rayon de la rotation. Et bien dans ce cas-là, votre vecteur accélération, ça va être moins grand R θ' de t, le tout au carré, sur u, plus r fois θ seconde sur v. Donc ici, on fait quoi? On part de la position angulaire qu'on dérive une fois, ça nous donne θ' de t, on l'élève au carré. Une fois qu'on a fait ça, on multiplie par r, et on pense en signe moins qui est devant. Ça va vous donner de quoi construire la composante sur u de votre vecteur accélération. Pour avoir la composante sur v, il faut prendre la position angulaire, qu'on dérive une première fois, puis une seconde fois, ça nous donne l'accélération angulaire qui est là. On la multiplie par le rayon. Et ça nous donne la composante sur v du vecteur accélération. Ça nous donne le schéma suivant. Je pars donc de mon vecteur position OM de t égale grand R fois U de t. Le grand R, c'est la distance qui est entre mon point M et le centre de la rotation O. Je l'ai noté là. Donc mon point M est ici. Le vecteur vitesse, dans le cas de la rotation, il se résume à ça. R, θ' de t, V de t. Le vecteur V de t, il est perpendiculaire au vecteur U. J'avais U ici, V comme ça. Donc si je veux tracer mon vecteur vitesse Vm par rapport au repère R à l'instant t, je calcule θ' de t, je multiplie par R et ça me donne la composante sur V. Cette composante-là, si on imagine un mouvement de rotation qui se fait comme ça, donc dans le sens positif, je vais avoir une vitesse θ' de t, des radians par seconde positive, dans ce sens-là. Donc mon vecteur vitesse, c'est un nombre positif sur V de t, c'est-à-dire parallèle à V de t. Mon vecteur vitesse, il a pour origine le point M, et puis ensuite, avec une échelle des vitesses, je vais pouvoir le tracer là. Ça, c'est Vm par rapport à R
à l'instant t. Voilà pour mon vecteur vitesse. Il est donc tangent à ma trajectoire ou perpendiculaire au rayon. OM. Donc ça, il faudra savoir le faire. Ensuite, si je m'intéresse à l'accélération, pour construire le vecteur accélération du point M dans son mouvement par rapport au repère R à l'instant t, je le fais en deux temps. Je construis cette partie-là, en vert, et ensuite cette partie-là. Ça, c'est un vecteur qui est donc porté ou parallèle à V. V comme ça, V est ici. Toujours pareil, cette composante-là, elle a pour origine le point M, ici. Si je m'intéresse à un freinage, dans le cas d'un freinage, on verra que la dérivée seconde de la position angulaire, savoir l'accélération angulaire, est négative. Si elle est négative, quand je multiplie par un rayon qui lui est positif, j'ai un terme qui est négatif. Un terme négatif porté par V, c'est un vecteur qui se retrouve opposé à V. Donc voilà, cette composante-là de mon vecteur accélération, on dit que c'est l'accélération tangentielle, et elle va être comme ça. R, θ seconde de t, sur V. Voilà. Cette composante-là, elle est portée par U de t, c'est-à-dire portée par cet axe-là. Alors, je cherche d'abord à obtenir θ' de t, c'est-à-dire la vitesse angulaire. Je dérive la position angulaire, ça me donne la vitesse angulaire. Ce terme-là, je l'élève au carré. Donc ça me fait quelque chose ici qui est positif. Je viens le multiplier par R. Donc du positif fois du positif, ça donne du positif. Et j'ai un signe moins devant. Donc ça, c'est négatif. Autrement dit, tout le vecteur qui est ici, c'est un vecteur qui est orienté dans le sens de moins U, opposé à U. C'est le vecteur qui est là. Ça, c'est l'accélération dite normale. R, θ' de t au carré sur U de t. Normale dans le sens perpendiculaire au vecteur tangent. Voilà. Donc quand vous avez celui-ci et celui-là, vous faites la somme des deux. Donc vous prenez celui-ci, vous mettez au bout par exemple, et tout ça, ça vous donne votre vecteur accélération complet. Voilà, c'est celui-là. Faites attention, j'ai mis un code couleur.